Yarana, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs en Polynésie française. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous vous emmenons en voyage, enfin plutôt l'inverse, puisque nous faisons venir les gens de l'extérieur pour venir visiter notre beau Whenua, un Whenua qui est préparé, présenté, mis en valeur par Nani Travel, créé par Alexandrine Van, qui est notre invitée aujourd'hui et qui va nous parler un petit peu plus en détail de son projet, de son parcours d'entrepreneur et des expériences vécues au fil de l'eau. Alexandrine, Yorana. Yorana Philippe, merci pour cette belle introduction. Merci à toi d'être présente avec nous aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux rapidement nous dire qui tu es et quel était ton parcours initial ? Alors, donc, je m'appelle Alexandrine Van, j'ai 28 ans, je pars sur mes 29, donc je me considère encore jeune, entrepreneuse. Donc je suis née et grandi à Tahiti et je suis très vite partie faire mes études un petit peu à l'international, dans les 4 coins du monde. Donc j'ai fait l'Amérique, l'Asie et l'Europe pendant une dizaine d'années. Et j'ai fait plusieurs formations. J'ai un parcours un petit peu différent, un petit peu mix entre la haute joaillerie, l'environnement, le tourisme. J'ai un petit peu mélangé tout ça et je suis revenue ici avec toutes ces expériences depuis quelques années et j'ai ouvert Nani Travels depuis 2019. D'accord. Donc le voyage, c'était quelque chose qui existe déjà bien dans ta vie depuis le début, effectivement. Et est-ce qu'au fil de ces parcours, tu avais déjà cette idée d'être entrepreneur, de créer ta propre boîte, ou c'est quelque chose qui est venu un peu par hasard Alors, complètement. J'ai grandi dans une famille qui est complètement dans le business. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose, on en parle au dîner, au petit déjeuner, au déjeuner. C'est des sujets vraiment présents dans le quotidien de notre famille. Et en tant que personne, j'adore ma liberté, j'adore être créatrice. Donc, j'ai toujours voulu être entrepreneuse, oui. D'accord. Alors, malgré tout, on pourrait se dire, effectivement, tu viens d'une famille qui est dans le business déjà, mais du coup, il y avait 2 options, celle de dire, je continue dans le business familial, quelque chose qui existe déjà, qui est structuré, qui fonctionne quand même bien, et le fait de se dire, je pars moi-même de zéro, je crée aussi ma marque, mon produit, mon entreprise, qui est déjà un plus gros challenge quand même. Donc, pourquoi pas la première option ? Qu'est-ce qui t'a décidé ? Hormis le goût de la liberté dont tu parlais. Oui, complètement. Alors, du coup, dans la famille, je suis entourée de 6 garçons. Donc, je suis la seule fille de la famille. D'accord. Et c'est vrai qu'ils avaient peut-être une autre image de la femme, en fait, de la représentation de la femme dans une famille, en tout cas asiatique. Ouais, et, un peu traditionnel. Oui, traditionnel, on va dire. Donc, je n'étais pas du tout vouée à faire quelque chose dans le business. Mon papa, qui m'a vraiment poussée, savait que j'adorais la création. Donc, j'ai commencé par des études de design, mais toujours orientée dans le milieu du business, autour de la permaculture, donc de la haute joaillerie. On m'a poussée à créer du coup ma propre marque en Asie, toujours dans la perle. Et c'est vrai qu'en fait, ça venait vraiment de ma propre passion. J'ai toujours adoré cuisiner, j'ai toujours adoré recevoir et faire des événements. Et du coup, je voulais absolument devenir chef. D'accord. Clairement, c'était pas quelque chose qui était convenable. Mais bon, du coup, j'ai suivi un petit peu le parcours de la famille. J'ai suivi cette route. Ça a été vraiment une très, très belle expérience. J'ai appris énormément de choses. Et puis, au final, on m'a pas mal soutenue dans ma démarche de création de nouvelles marques, de nouveaux produits pour le groupe. Mais ça ne me correspondait pas du tout. Et en fait, ce qui m'a fait changer de voie et devenir vraiment entrepreneuse à mon compte et de faire exactement ce que moi je voulais, ça a été un événement un petit peu qui a bousculé la vie de pas mal de personnes. Donc, c'est le décès de ma maman. Et après son décès, du coup, ça m'a permis de refaire un petit peu, de poser les choses à plat et de me dire, qu'est-ce que je vais faire vraiment de ma vie ?
Et puis, je suis retournée faire mes études en hôtellerie, Ouais. où j'ai touché pas mal au domaine de la cuisine, de la gastronomie. Finalement, ça n'a pas été pour moi et ça m'a permis de me former un petit peu, de me trouver dans ce domaine du tourisme. Mais donc voilà, c'est grâce à un événement un petit peu tragique où je me suis réorientée. J'ai pas choisi la route la plus facile et j'ai choisi la route où il fallait que je la fasse toute seule, que je mette les pavés un à un et puis que je me construise toute seule, mais ça vaut le coup. Ouais. Et donc aujourd'hui, Nani Travel existe depuis combien de temps ? Alors, Nani Travels, nous avons eu notre licence d'agence de voyage du coup en 2019. D'accord. Mais nous avons commencé à vraiment créer des voyages depuis 2017. D'accord. Donc ça faisait un petit peu pas mal de temps qu'on exerçait vraiment, mais sous une autre marque, on va dire. Et puis en fait, le volume commençait à être conséquent. Donc on a dû vraiment avoir notre propre licence. Ça a été des démarches assez lourdes et qui ont pris pas mal de temps, mais on l'a eu finalement en 2019. D'accord, ok. Et après, malheureusement, la pandémie est arrivée. On reviendra là-dessus. Alors, le concept, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce qui te différencie d'une agence de voyage, on va dire, plus traditionnelle ? Alors, Nani Travels, je disais qu'on a notre licence d'agence de voyage ici légalement, c'est comme ça qu'on est reconnu en Polynésie française. Par contre, dans le domaine du tourisme, on se qualifie plus comme un tour opérateur réceptif, c'est-à-dire qu'en fait, on va créer des tours de A à Z, de hébergement, transport, activités, etc. Et ensuite, on va s'occuper des clients quand ils sont là. D'accord. Et notre particularité, c'est qu'on est les seuls à être vraiment spécialisés en tourisme durable, donc en stratégie de développement durable dans l'industrie du tourisme. Et en fait, on les applique à chaque fois qu'on crée quelque chose. Donc ça va être dans le processus de création, dans le processus de formation, dans le choix des prestataires avec qui on va travailler, dans la commercialisation. Donc vraiment, le produit de A à Z va être pensé de façon à pouvoir respecter ces stratégies de développement durable. D'accord. Alors, question très candide de quelqu'un qui ne connaît rien au monde du tourisme. Mais quand on voit certains touristes, notamment le plus gros marché pour Tahiti, ça reste quand même les États-Unis. On les voit arriver dans des gros navires de croisière qui polluent forcément, qui consomment beaucoup, ils veulent du gros service, ils veulent etc. Il y a vraiment une demande de ce tourisme durable et responsable dans ces marchés émetteurs. Alors, il y a une énorme demande. D'accord. Alors, on va dire qu'on est quand même un marché de niche où le tourisme n'est pas vu comme ça dans le monde. Mais depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années, maintenant, le tourisme durable, le tourisme vert, respectueux, etc., se développe énormément, notamment en Amérique, en fait. Les pionniers sont au Costa Rica. Où vraiment, eux, c'était une démarche politique où ils se sont dit on va complètement aller dans le respect de l'environnement et on va faire en sorte que tout notre développement économique soit autour de l'environnement. Donc eux sont vraiment les pionniers de l'écotourisme. Ouais. Et ensuite les Américains, comme les Européens, se sont pas appropriés mais ont étudié le sujet et on en fait vraiment un tourisme plus global avec des stratégies qu'ils mettent en place pour le respect donc, de l'environnement, mais pas que, aussi du respect socio-culturel et bien sûr économique, parce que si on parle que de l'écotourisme, très souvent l'argent, oui l'argent c'est bien, mais c'est pas grave. Ouais. Oui, justement, j'allais te demander s'il y a l'aspect culturel aussi qui joue dans cette approche. Ce qui est important en fait quand on parle de tourisme durable, des stratégies de développement durable, c'est qu'il faut faire la différence entre écotourisme, qui est un mot qu'on utilise énormément aujourd'hui, et tourisme durable. Alors l'écotourisme, c'est quoi ? L'écotourisme, c'est un type de tourisme, comme on va parler de tourisme de luxe, tourisme de culture. L'écotourisme, c'est vraiment un tourisme qui est centré autour de l'environnement, de la protection et de la préservation de celui-ci et des communautés qui les entourent. Ça ne va pas forcément prendre en compte l'aspect économique ni socio-culturel, pas trop. Alors que quand on parle de tourisme durable, en fait, c'est des stratégies qu'on met en place sur n'importe quel type de tourisme. Donc ça peut être le tourisme de
croisière, ça peut être le tourisme de luxe, le tourisme de sportif. Mais en fait, la façon dont on va gérer en fait ce marché sera avec des démarches du coup de développement durable. D'accord. Donc c'est repenser le tourisme normal, mais au travers de critères qui correspondent à ces matrices de durabilité, de respect socio-culturel, etc. Voilà. D'accord. Et ça, c'est facile à développer ce genre de tour quand même ou ça alors c'est très très long à développer. On va dire que ça a été très innovateur, en tout cas en Polynésie, de parler de ça. Je me souviens, il y a encore 6-5 ans, j'en parlais notamment à ma famille, aux personnalités ici du tourisme. Et on y pensait, mais c'était c'était un petit peu idyllique, tu es un peu rêveuse, ça ne marche pas, comment vas-tu te faire de l'argent, c'est pas un marché hippie ici. Bon voilà, c'était un petit peu... on savait de quoi en parler, mais c'était vu de loin. Et aujourd'hui, on voit, il y a des données, des statistiques, des recherches qui ont été faites par des grands groupes comme TripAdvisor ou Expedia ou des universités qui prouvent que les gens aujourd'hui veulent voyager différemment et encore plus après cette crise qui a vraiment changé le monde entier. Les gens veulent voyager différemment, veulent voyager avec un sens, veulent voyager plus respectueusement, veulent voyager au contact et avoir des expériences réelles et non pas juste une photo à côté de la Tour Eiffel ou aller à Las Vegas et jouer au casino. Ce fut un temps, ce type de tourisme qui a très très bien marché. Et ici, du coup, c'était le tourisme de luxe qui a très très bien marché et qui marche encore aujourd'hui très bien. Et de toute façon, ça continuera parce que c'est ce qu'on a voulu développer, c'est ce qu'on a aujourd'hui comme produit. Mais ce tourisme, du coup, qui est autour du développement durable et ce tourisme plus respectueux et plus ancré dans l'authenticité, se développe énormément, de plus en plus avec des nouveaux entrepreneurs. Et j'espère que ça continuera et qu'on pourra avoir cette niche, plus niche, mais... qui s'étende plus grande. Donc en fait, les gens aujourd'hui veulent plus découvrir que voyager finalement. C'est vraiment l'aspect, je veux aller et voir ce que c'est pour de vrai et pas forcément ce qu'on va me montrer dans un hôtel. Ok, et donc tu le disais, la crise a profondément impacté le secteur du tourisme, encore plus à Tahiti. Comment ça s'est passé pour toi ? Alors pour nous, ça a été pas qu'une crise, en fait, ça a été une année avec beaucoup de changements. Déjà, personnellement, je suis devenue maman. Félicitations. C'est clairement 5 jours avant les fermetures de nos frontières, donc ça a été un moment assez stressant et beaucoup de mouvements dans ma vie personnelle. Mais j'ai eu une équipe depuis la création de Nani qui a été juste incroyable et qui m'a vraiment soutenue depuis le début. Et c'est vrai que quand on a fermé les frontières, on a dû prendre de très grosses décisions. Donc on a attendu le plus qu'on pouvait, mais après quelques mois, on a dû passer au licenciement parce que vraiment, on n'avait pas une trésorerie. Oui, vous venez de démarrer en plus. On venait juste de démarrer, on était une petite start-up, on avait quand même pas mal de staff. On était, il me semble, 4 CDI, on avait une petite équipe de guides sur le terrain, ils étaient 4, on avait deux chefs de projet qui étaient également sur le terrain, donc on était une belle équipe et vraiment tous motivés, mais malheureusement on n'a pas pu continuer dans ces circonstances et puis on espère juste pouvoir repartir quand le moment sera venu. Donc très très grosse claque. C'est clair. Mais voilà, donc plus de réservations, tout a été... on n'a pas pris les annulations, par contre on a vraiment fait en sorte de repousser juste leur date. Donc on a eu toute une phase d'accompagnement et des visiteurs touristes et des prestataires, parce que du jour au lendemain, les prestataires avec qui on se retrouvait aussi, nous on les accompagnait aussi dans leur démarche. Donc ça a été beaucoup d'accompagnement. On a essayé aussi de se réapproprier un petit peu de l'environnement dans lequel on était. Donc on s'est dit on va faire du tourisme local, on va essayer de faire quelque chose. Et en fait...
c'était plus nous. On faisait plus ce qu'on aimait parce qu'il fallait respecter du coup le budget des locaux, il fallait respecter les demandes des locaux, ce qui marchait pas. Et en fait, on essayait de tout faire et le timing versus le cash versus tout ça, c'était juste pas bénéfique pour tout le monde. Donc on s'est dit que la patience sera le mot-clé le mot-clé de ces prochains mois. Et de garder le dos rang et de juste attendre le bon moment pour repartir. D'accord. Et là, au moment où on enregistre en juillet, ça commence à repartir. Non, franchement super, on vient de finir notre premier tour là, donc c'est plus des gros tours, on était jusqu'à 12 personnes, bon ça reste des petits tours, mais là on en a eu 5-6, donc on est content, dans 2 semaines on repart, on prend ce qu'il y a à prendre et on est super content qu'ils reviennent petit à petit, c'est sympa. Ok, ça marche. Écoute, on va faire une petite pause rapide pour écouter un message de nos annonceurs et on se retrouve juste après pour là parler plus de ton parcours d'entrepreneur. Super, merci. Galana, c'est Philippe de Pacific Venturi. C'est la rentrée pour les Pacific Buzz et déjà la saison 3. Si tu nous découvres juste, n'hésite pas à aller voir nos précédentes saisons et notamment notre saison spéciale réalisée pendant le mois d'août où nous avons été sur le terrain à la rencontre des manèges et des roulottes si typiques à la Polynésie. Nous reprenons cette saison 3 toujours avec pour objectif de mettre en avant les créateurs et entrepreneurs du Fénois. D'ailleurs, pour continuer à t'inspirer et à t'aider dans tes projets, nous te préparons une petite surprise. Plus d'infos dans quelques instants. Et nous sommes de retour toujours avec Alexandrine Van, fondatrice de Nani Travels. Alors, comme je disais, Alexandrine, on va là s'intéresser à ton parcours d'entrepreneur. Question traditionnelle des Pacific Buzz. Donc, tu disais ton projet a démarré 2017, mais un petit peu avant le temps de créer tout ça. Donc, ça fait aujourd'hui 4-5 ans déjà que tu es lancé. Au cours de ces années-là, quelle a été ta meilleure leçon, la meilleure leçon que tu as apprise sur l'entrepreneuriat ou sur toi-même? Donc, quelle a été la pire leçon? Les deux. Alors, la meilleure, la plus belle, la plus sympa des leçons que j'en ai tirées de ces années, je dirais que c'était de rester vrai, vrai envers mes valeurs, envers ce que je voulais vraiment faire. Déjà, de repartir faire des études alors que j'avais déjà quand même... j'avais fini un bachelor déjà, donc je suis repartie en faire un autre bachelor dans ce que j'aimais vraiment et de poursuivre vraiment, me dire que non, c'est ça que j'aime bien et je vais le faire. Et surtout de garder aussi des valeurs vraies. On me disait souvent, t'es une rêveuse, ça va jamais marcher. Et aujourd'hui, je prouve que mes rêves se réalisent. Et puis qu'au final, je crée des choses qui n'ont jamais forcément été créées avant. Et souvent, les gens me disent mais comment est-ce que tu veux mêler tourisme et agriculture? Ou comment est-ce que tu veux mêler tourisme et action sociale envers les femmes? Ça rentre pas dans les boîtes. Ouais, comment tu veux le faire? Et en fait, juste en étant vrai, en se disant mais non, on va essayer, on va le faire. C'est ce que j'aime faire, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On y arrive petit à petit. Donc vraiment, rester vrai envers ses propres valeurs. Ça aide beaucoup parce qu'au final c'est ce que les gens recherchent aussi en tant que pourquoi ils te choisissent toi et pas quelqu'un d'autre, c'est parce que tu as une histoire qui t'appartient, tu as un parcours qui t'appartient, tu as tes valeurs et puis tu le partages et c'est pour ça que les gens te choisissent ou pas. Oui, ou pas, mais c'est un choix voilà. de garder ses valeurs exactement. Aussi et de ne pas forcément dire oui à tout. Voilà, exactement. Donc ça, c'était une super leçon à apprendre. Après, quelque chose qui a été une autre leçon que j'ai appris qui est moins jolie du coup et qui a été très dure à avaler, ça a été de vouloir faire les choses trop vite. Ouais. De ne pas prendre le temps et d'être peut-être un peu trop ambitieuse, je dirais, de vouloir prouver quelque chose en fait qui n'était pas prouvé, mais je pense que ça c'est peut-être aussi personnel, de vouloir prouver que je pouvais le faire, de vouloir prouver aux gens que c'était possible, que même si on parlait d'environnement et de rendre aux gens, de faire du volontariat, on pouvait quand même faire de l'argent. Et en fait j'ai voulu faire les choses peut-être trop vite et
peut-être merci au Covid qui m'a ralenti. Qui du coup t'a poussé à la patience, comme tu disais. Qui m'a poussé à prendre ce mot patience. Tous les matins, je me réveillais, ok, patiente. Mais voilà, faire les choses trop vite et en grand, ça a peut-être été quelque chose pour moi de difficile à gérer, de partir et d'avoir un trop gros marché, de dire bah oui, t'inquiète, oui, je vais le faire. Et au final, on perd ses racines. Ouais. On se déracine en fait. Et peut-être que aussi on perd un peu de ses valeurs parce qu'on voit les choses trop en grand. Et au bout d'un moment, c'était important de revenir se poser, s'enraciner, se dire ok, bon là on va slow down et on va prendre les choses petit à petit comme elles viennent et puis on va les faire bien. Donc voilà, ça a été pareil. Voilà, c'est marrant parce que c'est un peu les deux côtés d'un même problème. Que tu disais, entre la bonne leçon, c'est de garder ses valeurs, parce que si tu les appliques pas, justement, tu vas trop vite, tu vas trop loin, et tu sais plus où tu vas au bout d'un moment. C'est ça. Ouais. Alors c'est particulier, parce que, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais une vision, on va dire, un peu traditionnelle ou classique du business, c'est de dire, le but, c'est que ça marche, donc on fait tout. Peu importe, j'allais dire quasiment les valeurs. Donc, comment toi, tu t'es dit, non, il faut, pour moi, c'est important, au-delà de l'aspect personnel, mais je pense que pour mon business, c'est une bonne chose de rester sur ces valeurs. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette réflexion ? Qu'est-ce qui m'a amené dans cette réflexion ? Alors, c'est un peu compliqué à... En fait, j'ai toujours un peu de mal avec ça, pour être totalement honnête avec toi. C'est vrai que c'est difficile en fait d'être dans une société où l'argent c'est la devise. C'est quelque chose où tu dois te faire de l'argent. C'est comme ça que tu rémunères ton staff, c'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu arrives à partager. Enfin, l'argent, c'est the currency, quoi. Donc, tu es obligé de te faire de l'argent. Et en même temps, les valeurs qu'on prône, les valeurs qu'on essaye de développer dans notre compagnie, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui autour du monde développent ce genre de valeurs. En fait, on n'est plus trop sur une notion où l'argent est le plus important. On est plus sur une notion où le partage, l'expérience, le savoir-faire, l'échange est important. Et donc, c'est encore très, très difficile pour moi de jumeler avec les deux et de me dire, ok, là, on va faire un tour qui a du sens pour la communauté d'une petite île. On va faire en sorte que clairement l'environnement ne soit pas impacté, donc on va donner de l'argent aux associations, on va faire en sorte de former des personnes pour pouvoir accueillir nos touristes, on va partir de rien et on va en faire un truc, une bulle positive, quoi. Et au bout d'un moment, on était là, mince, là j'ai passé un peu trop de temps et clairement, je perds un peu d'argent, quoi. Ouais. Peut-être pas que j'en perds, mais je m'en fais pas autant que tu pourrais, que si je pouvais le faire, si je respectais en fait le circuit traditionnel. Ouais. Et je pense que ça a vraiment été un choix personnel de me dire, écoute, aujourd'hui, l'argent est important, mais ces valeurs sont plus importantes pour moi. Et aujourd'hui, le but, c'est de ne pas perdre d'argent, de pouvoir développer ce tourisme durable, de pouvoir le partager, de pouvoir montrer que ça marche. Et éventuellement, dans quelques années, quand tu me réinviteras peut-être dans ton podcast, je pourrai te dire la solution de comment j'ai fait beaucoup d'argent en respectant ces valeurs. Mais malheureusement, aujourd'hui, j'essaye juste de pas en perdre, bien sûr d'en faire, de rémunérer tout le monde. Tout le monde est rémunéré. Mais juste, de ne pas en perdre et justement de mettre en place des choses qui ont plus de sens pour les gens avec qui on travaille. Donc, ça va être juste plus de temps, par exemple. Avant, on avait un staff, une personne qui avait un fils et puis, oui, peut-être qu'elle n'était pas payée comme si elle pouvait être payée dans une grosse boîte, mais son fils venait au bureau avec nous et on l'avait organisé un petit coin pour jouer, ou sinon elle rentrait à 3h parce qu'on savait qu'elle devait aller le chercher, elle travaillait de la maison le soir. On était vraiment flexibles, on essayait de prendre leurs valeurs et de les inclure dans les nôtres et de faire en sorte qu'en fait ça marche pour tout le monde et que l'argent, oui, c'est important, mais les valeurs pour nous sont plus importantes. Ouais. Est-ce que l'important, c'est pas aussi que ça profite à tout le monde et pas juste aux propriétaires, aux fondateurs Exactement. Donc voilà, c'est un choix. Ouais, c'est ça, exactement. Mais après, il faut l'assumer, quoi. Oui, c'est ça, on l'assume.
Alors justement, cette approche-là, le fait d'avoir créé tout de zéro, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que tu as dû faire des sacrifices pour arriver à là où tu es aujourd'hui, pour monter cette entreprise, pour être dans ce concept qui te tient à cœur au final? Je dirais que le plus gros sacrifice que j'ai pas choisi, hein, ça a été ma maman. Ouais. Parce que c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu me dire, non, on repart de zéro. On prend ce chemin qui est un chemin peut-être boueux et il n'y a pas de lumière et il faudra le faire toute seule, mais on va y arriver. Et donc pour moi, ça a été un très gros sacrifice de lui. Enfin, c'est pas moi qui ai décidé, hein, mais ça a été le plus gros sacrifice. Et puis de me dire que maintenant c'est grâce à elle que toutes ces valeurs vivent. Donc c'est ce sacrifice qui a fait en sorte que aujourd'hui on est qui on est. Après personnel, oui, c'est ma maman, on va dire. C'est le sacrifice de ma maman. Mais qu'est-ce celui aussi qui t'a poussé finalement à franchir le pas, quoi. Donc c'est ça. Il y a quand même une belle leçon. Oui, c'est ça. Et puis il y a peut-être un autre sacrifice, c'est aussi que j'étais vraiment amenée à faire une carrière à l'international. On m'avait proposé des postes aux Nations Unies, aux grands groupes hôteliers, un petit peu partout. Et en fait, c'était vraiment me dire, non, on va revenir aux sources et on va faire quelque chose à la maison. Ça va plus être d'or et d'argent, les palaces. Ça va plus être les palaces ou les voyages par-ci par-là, mais au moins on va faire quelque chose pour le Fénois et on va partager les expériences qu'on a eues à l'étranger, quoi. Donc petit sacrifice, mais ça va. On n'est pas à plaindre ici, hein. Oui, non, ça pourrait être pire. Et puis au final, tu es heureuse dans ce que tu fais, et ça marche. Très heureuse. Okay. Très heureuse. Alors, je reviens sur un point dont tu as parlé tout à l'heure, je ne parle pas souvent de ce point-là dans les épisodes, mais là, puisque c'est venu dans le sujet, tu disais que dans ta famille, il y avait cette approche un peu traditionnelle du rôle de la femme, et pas forcément celui d'une femme entrepreneur. Donc, du coup, toi, en tant que femme entrepreneur, est-ce que c'est quelque chose qui a donné plus d'obstacles? Est-ce que tu as dû peut-être en interne convaincre les gens, convaincre les investisseurs potentiels, les partenaires? Enfin, est-ce que tu penses que ta position, ta situation de femme a été une difficulté additionnelle ou pas? Alors, je pense pas que dans le business, être une femme aujourd'hui, surtout si tu sais de quoi tu parles au final, ça te met de côté ou tu as plus de difficultés. Peut-être qu'on va pas forcément t'écouter la première fois. Peut-être que tu vas devoir le répéter plusieurs fois. Oui, ça m'est arrivé, mais on l'accepte, on le vit bien. Le rôle étant une femme aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple qu'être une femme avant en tant qu'entrepreneuse. Aujourd'hui, on a quelques obstacles, mais je dirais pas que c'est quelque chose de très très difficile à vivre. Par contre, voilà, tu parlais d'une famille très traditionnelle, je dirais pas très traditionnelle, mais quand même traditionnelle dans sa façon de voir. Et en fait, je suis arrivée à un moment de ma vie où je me dis, écoute, je respecte complètement leur vision, leur choix. Et au final, ça m'a encore plus donné de la force de me dire, non, pourquoi parce que je suis une femme, je pourrais pas faire ce que mes frères ou mes cousins font. Et au final, je suis la seule aujourd'hui à faire quelque chose de mon côté, où je suis pas avec la famille, parce que je savais que on n'allait pas forcément m'écouter, on n'allait pas forcément entendre ce que j'avais à dire, donc je voulais vraiment faire quelque chose de mon côté. Et je pense qu'aussi c'était peut-être un petit peu mon ego qui disait, attends, tu sais quoi, je vais prouver à tout le monde que... Je vais leur montrer. Je vais leur montrer qu'une femme, c'est pas bête et ça, c'est pas juste joli, sois belle et tais-toi. Et qu'on peut faire quelque chose, donc... Petit à petit, j'arrive à me faire une petite place, mais toujours avec beaucoup de respect. Et puis, on ne change pas les mentalités d'avant. Donc, c'est une question de génération aussi. C'est une question de génération. Et puis, au contraire, je remercie cette façon d'avoir vu les choses parce que ça m'a vraiment, vraiment donné beaucoup plus de force à faire ce que je fais. Ouais. Ok, ça marche. Et alors, dernière question, toujours sur ton parcours. Mais tu disais tout à l'heure, tu es une entrepreneur jeune, et c'est le cas.
mais en même temps, tu as des salariés. Donc, comment tu as construit ton style de management, ton style de leadership au sein de ton entreprise, celle que tu as créée, pour justement assez rapidement avoir des salariés, assurer que l'entreprise tourne. Quels seront si tu devais donner les ingrédients de ton management? Ouais, alors au tout début, en fait, j'ai fait énormément de speech. D'intervention, j'ai essayé de faire parler de partager mon message au maximum, que ça soit par des conférences, par des événements, par des trucs YouTube, des chaînes ou des interviews. Et avec le temps, on a commencé à me contacter parce que j'avais le petit label tourisme durable sur le front et des gens ont commencé à me contacter au niveau local mais aussi au niveau international. Et en fait, j'ai commencé par ça, à travailler avec une personne, à travailler avec 2 personnes, à créer des tours pour eux. Et j'ai juste prouvé que ce qu'on avait fait à petite échelle, maintenant on peut le dupliquer. Et en fait, ça se passe super bien. On avait 98% de réponses positives avec des 100% sur nos tours à chaque fois, comme quoi ils étaient incroyables. On avait très très peu de complaints. Et donc voilà, on a commencé petit, on les a dupliqués. Et ensuite, quand on a eu notre licence, donc j'ai pu embaucher. J'ai embauché ce que j'avais vraiment besoin. Donc c'était surtout au niveau du booking, au niveau des projets, parce que même si j'ai fait des études en tourisme et en politique environnementale, j'étais pas spécialisée dans la culture ou j'étais pas spécialisée dans l'environnement. Donc j'avais vraiment préféré que chacun avait sa spécialisation et chacun sait de quoi il parle. Donc j'ai voulu embaucher vraiment au domaine marketing, parce que c'est pas je touche le marketing, mais c'est pas pas ton cœur de métier. C'est pas mon cœur de métier. Pareil pour l'environnement, pareil pour la culture et pareil pour le booking en fait. Donc j'ai vraiment mis les personnes avec de l'expérience et avec leurs études derrière, un background spécialisé dans chaque sujet dans lequel j'avais vraiment besoin pour grandir la compagnie. Et puis mon style de management, alors j'ai choisi d'embaucher des jeunes. Et j'ai choisi d'embaucher par rapport aux valeurs et pas vraiment par rapport à leur CV. Ouais. Donc tout dépendait bien sûr des positions, mais vraiment ce qui était important pour notre compagnie, c'était d'avoir des jeunes, des personnes, donc jeunes ou moins jeunes, mais qui étaient motivés, qui partageaient les mêmes valeurs et qui pareil, je suis désolée, je peux pas te payer tant, mais en contrepartie, c'est ça que tu vas faire, c'est ces projets qu'on va faire, et c'est cette team avec qui tu vas travailler. Et du coup, on a vraiment créé une petite famille qui était juste géniale. Et malheureusement, on a dû se séparer grâce et à cause de ce Covid. Et puis ça a été un choix qui a été vraiment incroyable parce qu'on était tous motivés, il y avait une énergie vraiment, les filles elles restaient jusqu'à 7h du soir au travail, des fois elles travaillaient le week-end, tout le monde était super motivé. Mais par contre moi personnellement j'ai eu beaucoup de mal à gérer une team de jeunes. Qu'on nous appelle les millennials, parce que on pense plus valeurs, mais du coup ces valeurs c'est très très difficile à gérer dans une structure carrée, parce qu'au final t'as quand même une réglementation à suivre, t'as la CPS, t'as des assurances, t'as ci, t'as ça, et au départ je voulais vraiment faire un système holocratique où tu venais, chacun responsable de soi. Chacun responsable de soi, de son projet. Il y avait ma comptable qui est devenue guide, parce que des fois elle guide, après comptable. Tu vois, c'était vraiment chacun s'épanouissait en fait au sein de la compagnie. Mais c'était très très difficile à gérer, surtout avec un système français, parce que le système holocratique il vient des États-Unis, mais aux États-Unis c'est très facile à gérer ce système, parce que tu n'as pas toutes ces lois derrière qui t'empêchent de faire certains mouvements, alors qu'ici
Ça a été très très difficile à mettre en place. Donc ça a été une première chose. Donc au final, cette bulle où chacun pouvait faire ce qu'il voulait, j'ai dû vraiment un petit peu plus... rigidifier. Ouais, rigidifier. C'était pas trop mon truc. Et la deuxième chose, c'était au final, c'est devenu mes amis. Il y en a, c'était déjà des très très bons amis. Et ça a été très très dur pour moi en fait d'être leur manager. C'est un constat important, dans toutes les entreprises, et c'est malheureusement pas toujours le cas. Oui, parce que des fois, tu te dis, en plus, tu as cette pression. Non, tu es la fondatrice. Oui, on s'enferme dans l'image du manager. Oui, et en fait, c'est ça, en fait, là aussi, la quatrième valeur de la compagnie, c'est l'humilité, c'est de se dire, au bout d'un moment, si tu n'es pas bonne dans ce que tu fais... Tu ne fais pas, quoi. Tu ne le fais pas. C'est pas que j'étais pas bonne, c'est que je n'aimais pas le faire. Je ne sentais pas le faire. J'aimais pas le faire et je me sentais pas... J'en cauchemardais le soir et ça crée des tensions en moi-même et j'étais pas épanouie, en fait. Alors, je faisais en sorte que tout le monde était épanoui dans la compagnie. Sauf et moi, je l'étais pas. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, dès que je pourrais, j'embaucherai un CEO. Donc voilà, si jamais vous avez un CV à m'envoyer. On passe l'annonce. On passe l'annonce. Voilà. Effectivement. Mais je pense que c'est effectivement important pour avoir discuté dans d'autres épisodes sur justement des managers qui ont pris trop sur eux au risque qu'à un moment donné ça casse au niveau de la machine humaine. C'est peut-être un constat que tu as fait à temps pour justement éviter d'arriver à ce genre d'extrême. Je pense que c'était vraiment aussi de devenir maman. Ouais. Qui m'a poussé à... C'est une expérience de management aussi. Qui m'a poussé à me dire on peut pas tout faire en fait. Tu vas te calmer, ralentis et ton temps maintenant il est précieux. Donc si tu vas au boulot, oui, tu vas peut-être rester 10 heures au boulot, mais faut pas en plus de ça que tu stresses au bureau. Ouais, en plus, effectivement. Donc voilà. Ça marche. Écoute, on va faire une deuxième pause pour entendre un nouveau message de nos annonceurs et on va parler du futur après. Hello, c'est encore Philippe. Tu aimes les Pacific Buzz? Tu es inspiré par les conversations et les expériences de nos invités? Pourquoi ne pas venir les rencontrer et échanger en direct avec eux? Alors ne manque pas le premier événement hors studio des Pacific Buzz. Pour en savoir plus, n'hésite pas à aller voir notre page Facebook, LinkedIn ou Instagram ou contacte-nous directement par email contact@pacificventuri.com pour en savoir plus. À très bientôt dans un prochain épisode et en live. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode des Pacific Buzz, toujours en compagnie de Alexandrine Van, la créatrice de Nanny Travel. Alors, Alexandrine, je te pose 3 questions très rapides. Tu me réponds optimiste, pessimiste, et après on rentrera dans le détail. Ton avenir personnel? Optimiste. Ok. L'avenir de ton entreprise? Optimiste. L'avenir du Fénois? Optimiste. Ok. Ouais. Alors, vas-y, explique-nous pourquoi. Pourquoi ce petit délai? Non, mais si ça tenait qu'à nous, bien sûr que je voudrais dire optimiste, mais le Fénois, c'est beaucoup de monde. C'est pas que moi, c'est pas que les entrepreneurs, c'est pas que les associations, c'est pas que le gouvernement. C'est tous ensemble. Et c'est ce qu'on dit en fait quand on crée des stratégies de développement durable. En fait, tu as plusieurs acteurs. Et si ces acteurs, ils n'ont aucune communication entre eux, ils n'ont pas une stratégie commune, on ne peut pas arriver à un projet fini. Chacun va faire à sa sauce. Alors les associations vont partir sur un milieu associatif où rien n'est lucratif. Le gouvernement va faire en sorte que ça soit dans leur texte de loi et dans leur projet. Les privés vont faire en sorte que ça fonctionne avec de l'argent qui entre. Donc s'il n'y a pas une communication tous ensemble, c'est vrai que dire que c'est optimiste alors que c'est tout un groupe, c'est difficile. Mais j'espère. Comme un orchestre. Voilà, c'est un orchestre. Ouais. Il faut un chef d'orchestre du coup. Oui, on a un président pour ça. Hein. C'est ça. Et malgré tout, toi, l'entreprise et toi, du coup, dans ce rôle d'entrepreneur, tu vois quand même de beaux jours à venir. Avec des beaux projets déjà beaux projets qui se concrétisent petit à petit. On a eu pas mal de temps, du coup, pour réfléchir, de bien structurer le développement de la compagnie. Alors, dans le futur, nous, on parle de groupe, carrément. Pourquoi pas, ça va s'appeler The Nanny Group. mais non, du coup,
le tourisme, c'est pas juste. Alors, la licence d'agence de voyage, c'est vraiment c'est le chef d'orchestre. Voilà, c'est ce qui touche tout. Ça touche les transports, les hébergements, les activités, les assos, les partenariats, etc. Donc, c'est vraiment génial d'avoir ce chef d'orchestre-là qui fait que voilà, on peut travailler avec tout le monde. Et dans le futur, vraiment, on a de gros projets d'ouvrir un écolodge. On aimerait bien faire, commencer à former aussi et développer des activités tournées autour de l'environnement. Pas que ici, entre Tahiti et Montréal et les îles sous le vent, mais vraiment développer ça aux Marquises et aux Australes. Donc ça, c'est dans un moyen terme. Dans le long terme, on espère pouvoir faire ça partout en Polynésie française. Et aussi, aujourd'hui, on parle de se développer dans un futur proche, j'espère, mais entre les îles Fidji, Tonga, Nouméa, la Nouvelle-Zélande aussi, on a quelques partenaires là-bas. Donc voilà, on a de beaux projets en perspective. Avec cette idée de, si je comprends bien, d'aider aussi au développement de la filière dans son ensemble, c'est ça ? Oui. Et nous, on a une association aussi. On a créé du coup une association qui tend du coup vers un développement durable du tourisme. Et avec cette association, on a créé des chartes, des guides du développement durable du tourisme qu'on a partagé à nos prestataires, qu'on partage à nos touristes, qu'on essaye de faire valoir au maximum en fait. Et on crée aussi des événements comme l'éphémère qu'il y a eu à la Pointe Vénus, en mettant en place en fait les associations et le tourisme, comment est-ce que ça se mêle. Donc on fait pas mal d'actions déjà avec notre association qui fait partie du coup de Nani. Ouais. D'accord, ok. Bon, ça fait beaucoup de travail à venir. Oui, c'est bien. Optimiste. Alors, ma dernière question, parce qu'on a déjà bien avancé dans cet épisode, il y aurait sûrement encore beaucoup d'épisodes à faire avec toi, mais question plus ouverte, peut-être plus simple, je ne sais pas, mais du fait de ton expérience, de tout ce que tu as vécu ces dernières années, si tu avais une recommandation, un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent, qu'ils soient entrepreneurs ou pas, qu'est-ce que tu aimerais partager avec eux ? Que votre message soit du fond de votre cœur, quoi. Que ce que vous faites dans la vie, les choix que vous allez prendre viennent vraiment de vous. Ne vous laissez pas influencer par la société, ne vous laissez pas influencer par ces influenceurs sur les réseaux sociaux. Juste soyez vous-même et partagez ce que vous avez au fond de votre cœur, de votre âme. Et c'est parce que c'est comme ça que ça marchera, pas autrement. Donc, toujours les valeurs. Les valeurs, soyez vrais. Mais il faut bien les connaître déjà. Voilà, et oui, il faut connaître ses valeurs. Donc chacun ses valeurs, mais même si c'est pas forcément des valeurs que tout le monde partage, juste soyez qui vous êtes, quoi. Oui, être authentique. Ok, ça marche. Écoute, c'est déjà un très beau conseil à donner à tout le monde. Ça permettra, j'imagine, à beaucoup de débloquer aussi peut-être certaines craintes, certaines tensions par rapport à ce que je dois faire et ce que j'aimerais faire, qui est toujours un peu compliqué. Il y a trop de monde comme ça. Il y a trop de monde qui sont coincés dans un job qu'ils n'aiment pas. Tout le monde se dit moi j'aimerais tellement faire ci, mais non, c'est trop risqué. Mais tentez le coup, vous allez rien perdre. Pas suffisamment en tout cas pour ne pas essayer. En tout cas, ça marche. Ok, Alexandrine, merci beaucoup d'être passée par chez nous pour nous partager ton expérience et la richesse de ton entreprise. Et bon courage, bonne continuation. Merci. Voilà, c'était donc le nouvel épisode de cette saison 3 des Pacific Buzz, enregistré dans les locaux de Pacific Venturi. Créer une entreprise avec des valeurs fortes, bien souvent, cette approche de développement est classée dans des catégories presque alternatives de l'entrepreneuriat. Et pourtant, Alexandrine nous a bien démontré que cela est non seulement possible, mais que c'est également la garantie d'un impact positif sur sa clientèle, ses partenaires et sa communauté. Et dans une époque au challenge si important, les valeurs de l'entrepreneur et dans l'entreprise restent le guide nécessaire pour avancer intentionnellement vers un monde meilleur. Et Alexandrine nous le démontre de façon très efficace. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter et à t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée.
Ce sont tes retours, tes partages et ton soutien qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode de cette nouvelle saison, un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana.